Amis, messieurs les modérateurs, je vous remercie de m'avoir invité pour parler du dépistage organisé de cancer colorectal. Il faut savoir que le dépistage, c'est une mission stratégique pour tout le monde, pour les gastro-entérologues, pour les généralistes, pour les radiologues, pour les cancérologues, pour les chirurgiens digestifs, bien sûr. C'est une mission importante aussi pour les autorités de santé qui s'occupent des problématiques de la santé publique de ce pays et pour aussi les journalistes et les médias qui ont le rôle de diffuser l'information sur la gravité du cancer colorectal et sur l'utilité du dépistage. Donc, le dépistage, c'est la mise en évidence d'une lésion tumorale. C'est la mise en évidence d'une lésion tumorale asymptomatique, infraclinique, au stade précoce, c'est-à-dire curatif. La prévention, c'est la mise en évidence de la lésion et le traitement des lésions précancéreuses qui sont les polyadénomes. L'objectif de cette présentation est de répondre à 3 questions essentielles quel est l'intérêt du dépistage de cancer colorectal? Pourquoi le dépistage? Quels sont les outils actuellement utilisés? Quels sont les outils de demain? Et quel est l'état des lieux des pratiques en Europe et aux États-Unis? Quelles sont les recommandations internationales actuelles? Et puis après, on discutera sur les réflexions sur les moyens adaptés à notre pays. Donc l'intérêt du dépistage, c'est maîtriser les coûts, c'est d'assurer un contrôle de qualité à tous les niveaux. Il faut savoir que le cancer colorectal est guérissable à 90% s'il est diagnostiqué précocement. On sait que tous les cancers, presque tous les cancers colorectaux, hormis bien sûr les maladies inflammatoires chroniques intestinales, sont issus d'une transformation maligne d'un adénome. D'un adénome dans 85% et d'un polype adénomateux, si on veut dire, sicile-festonique est particulier parce qu'il a un mode de carcinogénèse et d'endoscopie et d'histologie différent de l'adénome classique. Alors, on connaît la carcinogénèse du cancer colorectal, c'est-à-dire l'histoire naturelle de ce cancer. Ça commence par un adénome et il arrive à un cancer en passant par un adénome avancé. En image, on voit bien sur la gauche de l'écran un adénome en dysplasie de bas grade, millimétrique de petite taille, facilement résecable à l'endoscopie. Si on ne fait rien, malheureusement, une partie de ces adénomes passeront à l'adénome avancé, c'est-à-dire centimétrique, de dysplasie de haut grade, mais heureusement encore facilement résecable par microsectomie. Si on ne fait rien, malheureusement, cet adénome avancé a de fortes chances de passer au cancer. Ce cancer il est obstructif, peut-être même ce cancer il a traversé la paroi colique et il a infiltré les ganglions. Donc, la solution, ce n'est pas l'endoscopie, c'est la chirurgie digestive carcinologique et peut-être la chimiothérapie adjuvante. Le cancer colorectal est un cancer très fréquent, 3e au monde, 1 400 000 morts. Il est 3e aussi en France, avec 42 152 cas recensés en 2012. Et le 2e cancer le plus mortel, 17 722 en France. Alors, si on voit les résultats sur l'incidence de cancer colorectal en France de 1980 à 2012, on voit, selon les données de l'Institut national du cancer publiées en 2013, que le cancer colorectal est de 38,4 pour 100 000 hommes et de 23 pour 100 000 femmes. Les facteurs favorisants sont génétiques, heureusement de moindre importance, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, l'alcool, le tabac, le diabète, la sédentarité, l'obésité et la consommation excessive de viande rouge.
Les facteurs protégeants, c'est le contrôle de l'inflammation, de maladies inflammatoires chroniques intestinales. L'aspirine, c'est une hypothèse controversée. Et bien sûr, l'activité physique, la consommation de poissons, des produits laitiers et des fruits et de légumes. Alors, pour qui le dépistage de cancer colorectal? On a identifié 3 niveaux de risque en fonction du risque très élevé et le risque moyen. On a à gauche de l'écran, le risque très élevé, c'est les maladies génétiques héréditaires, c'est la polypose adénomateuse familiale par la mutation du gène APC, le syndrome de Lynch par la mutation du gène MMR, et les recommandations pour ce type de risque sont claires, donc ce n'est pas le sujet de notre présentation. Il y a le risque élevé qui constitue 5 à 15% des cancers colorectaux, et ça concerne les personnes symptomatiques, les personnes qui ont des antécédents personnels d'adénome ou de cancer, les personnes qui ont des antécédents familiaux au premier degré de cancer ou d'adénome, et bien sûr les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Ce groupe aussi, il a les recommandations spécifiques, ce n'est pas le sujet de notre présentation. On va parler du groupe qui a un risque moyen, qui représente 80% des cancers colorectaux. Ce sont les personnes qui sont asymptomatiques, qui ont un âge de 50 à 74 ans, et qu'il faut faire un test à la recherche du saignement occulte dans les selles, l'hémoculte tous les 2 ans. Je vous montre l'organigramme ou l'organisation du dépistage en France. Il faut savoir que la population cible en France constitue à peu près 17 millions, âgés de 50 à 74 ans. Le passage chez le médecin traitant normalement doit proposer le test aux patients. Ce test est positif de 2 à 3%, 2,7% en France. Quand le test est positif, il faut faire une coloscopie derrière. Si la coloscopie trouve un polype, le médecin, le gastro-entérologue, doit organiser le suivi du patient en fonction de la taille du polype et en fonction de l'aspect histologique du polype. Si le test est négatif, si la coloscopie est normale, on reconvoque le patient 5 ans plus tard pour recommencer de nouveau des tests de dépistage tous les 2 ans, hémoculte tous les 2 ans. Donc, si le test hémoculte est négatif, ça arrive entre 97 à 98%, il faut inviter la personne à revenir, à refaire le test tous les 2 ans. Quels sont les outils actuellement utilisés? On a des examens indirects comme la recherche de saignement occulte dans les selles, le test au Gaillac et le test immunologique, le FIT, le Fecal Immunological Test. Et puis il y a d'autres marqueurs, la recherche de l'ADN fécal, la recherche de l'ADN tumoral circulant dans le sang et des examens morphologiques. En premier, c'est la coloscopie totale. Il y a la coloscopie courte, la coloscopie virtuelle et la vidéocapsule colique. Alors, commençons par le test hémoculte, c'est le plus utilisé dans les campagnes de dépistage. Il est simple d'utilisation, on peut le faire à la maison. Il est sans risque, elle a une très bonne spécificité, 98%. Malheureusement, la sensibilité, elle est de 50%. Il est peu coûteux. Il a une valeur prédictive positive pour le cancer colorectal de 10% et pour l'adénome de 30%. Si on regarde les études qui ont montré l'efficacité du test hémoculte sur la mortalité, on cite l'étude de Mandel, c'est la plus importante, qui a été publiée en 1993, qui a montré qu'en utilisant le test hémoculte, ce test a permis la réduction de la mortalité de 33% sur 13 ans. Les études européennes, la plus importante, c'est l'étude anglaise de Radcastel, publiée en 1996, qui a montré une baisse de mortalité sur 8 ans de 15%. Et si on compare l'étude américaine aux 4 études européennes, on voit que pour les études européennes, le taux de mortalité est baissé de 15 à 18%, alors que l'étude américaine, elle est de 33%. La cause, elle est tout simplement technique, c'est-à-dire que les Américains utilisent un test réhydraté. Le fait de réhydrater le test, ça permet de multiplier par 5 le taux de positivité. En multipliant par 5 le taux de positivité, ça engendre des coloscopies supplémentaires. Et pour des raisons économiques en Europe, on préfère utiliser un test non réhydraté. Alors, quels sont les indicateurs de résultats? Si on croit les statistiques de l'Institut national de veille sanitaire,
le taux de participation, malheureusement, malgré le tapage médiatique, reste faible, entre 32 à 34% en fonction des campagnes de dépistage. Le nombre de coloscopies n'est pas très élevé, 42 000 à 500 000 en fonction du taux de participation, et ça couvre à peu près même pas 1% de la population cible. Le problème de l'hémoculte, c'est qu'il a une sensibilité de 50%, c'est-à-dire il laisse un cancer sur deux, il laisse passer un cancer sur deux, ce qui explique le problématique de cancer d'intervalle. Le cancer d'intervalle, c'est le cancer qui malheureusement survient après un test dit négatif, faussement négatif. Quels sont les freins et les limites de l'hémoculte? D'abord, il y a un manque de sensibilisation chez les gens, malgré le tapage médiatique, parce que la procédure elle est un peu contraignante et peu séduisante. En plus, malheureusement, il y a 30% seulement des médecins traitants qui proposent le test à leurs patients. Maintenant, on essaie de comparer les tests immunologiques à l'hémoculte. Le FIT, c'est le test immunologique, on utilise des anticorps antiglobines spécifiques à l'hémoglobine humaine, c'est-à-dire c'est très spécifique pour l'hémoglobine humaine. Alors que pour le test au Gaillac, on utilise l'activité peroxydasique de l'hème, donc qui n'est pas spécifique à l'hémoglobine humaine. La sensibilité du test du FIT, elle est de 70 à 85% versus 50% seulement pour l'hémoculte. Il y a aussi les prélèvements. Un seul prélèvement sur une selle suffit pour le FIT, alors qu'il faut faire 2 prélèvements sur chaque selle, sur 3 selles différentes, 3 jours différents, et ça fait 6 prélèvements au total. La lecture pour le FIT, elle est automatisée, elle est quantitative, alors que pour le test au Gaillac, elle est visuelle, colorométrique, c'est-à-dire soit que la réaction vire vers le bleu, c'est positif, ou elle reste intacte et c'est négatif. On regarde les études contrôlées randomisées en population qui ont démontré la supériorité de FIT par rapport à l'hémoculte. On voit bien le taux de participation pour le FIT, il est de 60% versus 47% pour l'hémoculte. Le taux de positivité, il est 2 fois supérieur à l'hémoculte. Ça permet un taux de détection 2 fois supérieur pour les adénomes et plus de 3 fois pour les cancers colorectaux. Donc le FIT, c'est un test qui est simple, ergonomique, acceptable, et on pourra facilement gagner 10 à 12 points par rapport à l'hémoculte, dépassant facilement les 45%. Il faut savoir, si on atteint le taux de 50%, on pourra réduire la mortalité de 20%. La sensibilité était de 70 à 85% versus 50% pour l'hémoculte. Ça engendre bien sûr une augmentation du nombre de coloscopies de 160 000 à 200 000, et ça peut couvrir plus de 3% de la population cible. Mais, c'est vrai, sur le plan économique, ça coûte, mais ça permet un taux de détection lésionnelle de 2 à 3 supérieur à l'hémoculte. Parmi les examens morphologiques de dépistage, c'est l'endoscopie, la rectosigmoïdoscopie et la coloscopie totale. Si on croit les 4 études, 3 études européennes et une étude américaine, la rectosigmoïdoscopie, quand elle est utilisée pour le dépistage, permet de réduire l'incidence de 21% à 23%, l'incidence de cancer colorectal, et permet de réduire la mortalité de 26 à 31%. Pour la simple raison, c'est que la rectosigmoïdoscopie, le taux de participation, elle est de 70 à 83%. C'est un examen qui est très bien accepté pour la simple raison, c'est que c'est un examen qui ne demande pas une préparation contraignante, qui ne demande pas de l'anesthésie générale, un examen qui est facile, sans risque. La coloscopie, c'est l'examen de référence pour le diagnostic. Elle est efficace pour réduire le risque, l'incidence et la mortalité. Malheureusement, le taux de participation est supposé du public médiocre. 5% en France, 5% en Angleterre, 8,5% en Italie et 17% en Allemagne. Les complications de la coloscopie, les complications graves sont rares. 1 pour 1000, la complication la plus grave, c'est la perforation quand on fait une coloscopie à visée diagnostique, 1 pour 1000. Il y a des études qui sont en cours pour
montrer l'efficacité de la coloscopie dans la population générale. Il y a l'étude de l'Europe du Nord, de l'Espagne et de l'USA. Coloscopie versus surveillance, coloscopie versus FIT biannuel, et aux États-Unis, coloscopie versus FIT annuel. L'étude allemande de Brenner a montré que chez les personnes qui ont eu une coloscopie 10 ans plus tard, ça diminue de 77% le risque de cancer colorectal, 84% pour le côlon gauche et 54% pour le côlon droit, malgré 91% de coloscopie totale. On voit bien que, selon l'étude de Zober publiée en 2012, que les personnes qui ont bénéficié d'une coloscopie avec une résection d'un polype adénomateux, suivi sur une quinzaine d'années, on a remarqué une réduction de mortalité de 53% pour le groupe qui a bénéficié de la coloscopie par rapport à la population générale. Plusieurs études montrent que quand on fait une coloscopie, qu'elle soit normale ou qu'elle permet de resséquer un polype non adénomateux, ça réduit d'une façon prolongée le risque de cancer colorectal de 70% à 10 ans. Cela est rationnel pour dire qu'une coloscopie unique tous les 10 ans est logique. Maintenant, la coloscopie à l'air ou la coloscopie virtuelle, c'est un examen radiologique qui consiste à insuffler de CO2 dans le côlon et de passer un scanner abdominopelvien. Grâce à un logiciel, une caméra virtuelle, on navigue dans le côlon. Cet examen a des performances diagnostiques qui sont comparables à la coloscopie, 96% pour le cancer colorectal et plus de 90% pour les polypes supracentimétriques. La sensibilité, bien sûr, elle est moindre pour les polypes de moins de 5 mm et l'acceptabilité est probablement meilleure que la coloscopie, 34 versus 22%. Il faut faire une coloscopie diagnostique si on trouve un polype à la coloscopie virtuelle. La vidéocapsule colique n'est pas validée par aucune des recommandations en Europe et aux États-Unis pour la simple raison, c'est que le taux d'exploration du SECOM, le taux d'exploration complète du SECOM, allait de 83%, voire 75%. Venons-en à la biologie moléculaire, l'ADN fécal. C'est la détection des altérations de DNA fécal dans les cellules de DNA, dans les cellules exfoliées, en utilisant des marqueurs moléculaires multiples, basant sur les mutations de certains gènes qui sont incriminés dans la carcinogénèse du cancer colorectal, comme le gène APC, kérase et P53, et sur les anomalies de méthylation de certains gènes, comme le septine 9. Les limites de cette technique, c'est d'ordre technologique sophistiqué. Il faut analyser une cellule entière et le coût très élevé. Le moins cher, c'est 100 €. La dernière étude publiée en avril 2014 par l'équipe d'Imperial aux États-Unis montre que la sensibilité de l'ADN fécal par rapport au FIT est nettement supérieure, que ce soit pour le cancer colorectal ou pour l'adénome avancé. Les tests sériques ou le dépistage sérique par la détection de l'ADN tumoral libre extracellulaire dans le sang en utilisant un marqueur qui est le septine 9 et en se basant sur la méthylation de ce gène. Les performances de cette technique est identique, que ce soit pour le côlon droit ou le côlon gauche, avec une sensibilité de 99% et une spécificité de 81%. La dernière étude publiée il y a quelques jours et il y a quelques semaines par l'équipe de Bitegoda, on a réussi à identifier l'ADN tumoral circulant dans plus de 75% dans certaines situations métastatiques, que ce soit le cancer du côlon, du poumon, de l'œsophage, de l'estomac, du sein et d'autres. Moins de 50% des tumeurs non métastatiques. La concentration de l'ADN tumoral circulant, le taux de concentration, malheureusement, est un facteur pronostic péjoratif. La sensibilité de cette technique, elle est de 87% et une spécificité de 99%. Donc, il y a une faisabilité de la recherche d'ADN tumoral focal dans certaines localisations tumorales. Ça ouvre des perspectives énormes sur le diagnostic, sur le dépistage organisé, sur le pronostic, sur le suivi thérapeutique et sur la prédiction de la réponse thérapeutique.
Quelles sont les recommandations européennes actuellement? Donc en Europe, que ce soit l'hémoculte, le FIT, la rectosigmoïdoscopie et la coloscopie sont recommandées. Et chaque pays doit choisir la stratégie qui lui convient en fonction de ses moyens humains et financiers. Les recommandations aux États-Unis, si on croit nos confrères gastroentérologues américains, il y a 2 méthodes qui sortent de l'eau, c'est le FIT, c'est un test de référence, et la coloscopie. Il faut savoir que la coloscopie aux États-Unis, c'était l'examen de dépistage en première intention. Coloscopie tous les 10 ans. Si on compare les recommandations françaises et les recommandations américaines, on voit qu'en France, l'hémoculte, c'est l'hémoculte qui est utilisé jusqu'à maintenant. On attend, peut-être on aura le FIT d'ici la fin de l'année. Et l'hémoculte tous les 2 ans, de 50 à 74 ans, pour les personnes asymptomatiques sans antécédents personnels ni familial d'adénome ou de cancer colorectal. Et si le test est positif, on complétera l'examen par une coloscopie diagnostique. Aux États-Unis, la coloscopie dès 50 ans, puis tous les 10 ans. Si la personne refuse, on lui propose le FIT tous les ans. S'il refuse, on lui propose la rectosigmoïdoscopie tous les 5 à 10 ans. Et s'il refuse, on leur propose la coloscopie virtuelle tous les 5 ans. Je vous montre une image, un schéma qui reflète l'image du résultat du dépistage aux États-Unis. Et on voit que depuis 1975, où en Amérique, ils ont commencé le dépistage, jusqu'à 2005, on voit la courbe noire qui... Hop. On voit la courbe noire qui remonte. C'est le taux de participation qui arrive en 2005, on dépasse largement les 50%. En 2006, on a dépassé les 60%. Et actuellement, aux États-Unis, avec la coloscopie dans certains États, dans plus de 20 États, on atteint même 70%, voire on dépasse les 70% de taux de participation. On voit la courbe bleue et la courbe rose, c'est l'évolution de l'incidence qui diminue à vue d'œil. Hein. Et le taux de mortalité à droite, sur 15 ans, de 1990 à 2005, on voit que les Américains ont réussi à diminuer le taux de mortalité de 32% chez les hommes et de 28% chez les femmes. C'est extraordinaire. Et en Algérie, on doit avoir une stratégie qui doit être efficace, suivie et adaptée. Une approche multimodale et pragmatique de dépistage colorectal me paraît nécessaire et plus logique. En conclusion, le test hémoculte, je pense qu'il faut oublier parce qu'il ne présente plus aujourd'hui la stratégie optimale en raison de sa sensibilité et en raison de la participation qui est faible. Les tests immunologiques doivent remplacer le test hémoculte le plus rapidement possible dans une stratégie en 2 temps, FIT, c'est positif, coloscopie derrière. La coloscopie reste l'examen le plus efficace pour réduire le risque, l'incidence et la mortalité. La rectosigmoïdoscopie, pourquoi pas? Avant 60 ans, ça permet de réduire l'incidence et la mortalité de cancer colorectal. Et enfin, la coloscopie virtuelle, c'est un test de sélection qui doit être complété par une coloscopie diagnostique si on trouve un polype à l'examen. La vidéocapsule n'est pas une méthode validée par les recommandations internationales et la biologie moléculaire reste une technique d'avenir prometteuse susceptible de faciliter et de simplifier le dépistage organisé de cancer colorectal, le diagnostic, le pronostic, le suivi de ce traitement et la prédiction de la réponse thérapeutique. Je vous remercie.